Quel conseil tu donnerais à une start-up qui est en train de disrupter un marché pour éviter de se faire défoncer par le lobby? Typiquement, Doctrine.net, comment est-ce qu'elle peut éviter de se faire casser les reins au niveau où elle est par un plus gros qu'elle? Alors, elle peut pas. Et elle doit mener une bataille. Alors, il y a aujourd'hui sur ces sujets de lobbying, de réglementation, etc. Il y a 3 sujets dans le sujet. C'est un peu comme des poupées russes. D'abord, il y a un sujet qu'il faut comprendre et qui est qu'en France, on a souvent une argumentation de type légal, pas légal. Beaucoup d'entrepreneurs vont dire ah, mais Uber, c'est illégal, ou je ne sais pas qui, c'est légal ou pas légal. C'est oublier qu'à la fin, les lois sont écrites par les gens, parce qu'on vote pour des gens qui écrivent des lois, et que les lois, ça se change. Ça, c'est un point très important, qui est un point de démocratie qu'il ne faut pas oublier. C'est que quand, par exemple, le monopole bancaire explique que la réglementation, c'est la réglementation, il faut la respecter, et que les startups ne la respectent pas, c'est oublier que cette réglementation a été achetée à coups de lobby pendant des années, et que donc il n'y a pas de raison que les startups n'achètent pas elles-mêmes une réglementation qui est favorable. Donc en termes de principe, il faut comprendre la légitimité de cette bataille, il faut comprendre la légitimité de cette révolution. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas surestimer le pouvoir des lobbies. Si vous regardez les lobbies d'à peu près tous les sujets sur les 10 dernières années, ils ont un problème fondamental, c'est que les startups sont une alliance avec les utilisateurs lorsque ces lobbies ne le sont pas. Et c'est là le fond du sujet. Prenons un exemple tout bête. Adopi. On a créé une institution qui coûte 150 millions d'euros par an pour empêcher les gens de pirater des films. Alors je ne vais pas demander qui ici a piraté un film. Merci monsieur pour votre courage. À peu près tout le monde. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de tout le monde ? C'est-à-dire que vous imaginez quand même le président d'Adopi qui explique que ses enfants ne veulent plus lui parler. C'était l'une des meilleures interviews de l'histoire. Où il disait, c'est vrai, il a quand même sorti dans un article, dans une interview du Monde, il est vrai qu'il y a quelques incompréhensions sur Adopi, mes enfants sont pas partisans de ce que je fais. Je dis, oulala, la vie à la maison doit être dure. Papa, j'ai encore reçu une lettre à cause de toi. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il faut quand même comprendre que ces startups, qu'on le veuille ou non, viennent apporter des solutions qui sont en résonance avec les aspirations des gens, qu'on soit dans le déni ou pas. Étant un utilisateur de taxi hyper intensif, quand Uber s'est lancé, c'était comme apporter un verre d'eau dans le désert. C'était d'un seul coup, oh mon Dieu, enfin un truc. À peu près toutes les solutions technologiques qui nous intéressent sont toujours des solutions qui ne brillent pas par le fait qu'elles sont des meilleurs produits au début, mais qui brillent par le fait qu'on se dit « Ah, enfin quelqu'un qui s'occupe de moi. Ah, enfin quelqu'un qui est aligné avec moi. » Et la troisième chose, c'est qu'à cause de ça, les hommes politiques ont une relation extrêmement compliquée avec ces histoires-là. D'un côté, à peu près tous les hommes politiques de la planète pensent que les startups sont une bonne chose. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir en ce moment, il n'y a pas un homme politique qui ne sait pas de se mettre à côté d'une startup pour gagner des voix. Mais en même temps, ils sont contre Uber, parce que c'est des grands méchants américains. Alors, c'est ce que nous, on appelle à The Family le phénomène du bac à sable. C'est qu'on aime bien les entrepreneurs quand ils sont dans le bac à sable, comme les enfants. Mais quand les enfants sortent du bac à sable et commencent à lancer du sable sur les parents, là, ça ne va plus. Et pourtant, en fait, le destin d'à peu près toutes les startups qui fonctionnent, c'est de sortir du bac à sable et de lancer du sable. Et c'est là que commence le troisième sujet en termes de lobbying. C'est que forcément, il y a un moment où il y a une bataille très dure. Et forcément, il y a un moment où il faut que les startups soient massivement capitalisées. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte en France. Nous, on le voit avec Hitch. Hitch aurait dû, pour vous donner un chiffre, Hitch, aujourd'hui, avec 700 000 personnes, c'est une équipe de 6 ingénieurs. Là où Uber a 1200 ingénieurs dans le monde, dont 150 qui sont dédiés qu'à la France. Donc, vous avez une équipe de 6 personnes qui est en concurrence avec 150. Ça ne peut pas durer éternellement. Il y a un moment, ces startups-là doivent lever les capitaux pour pouvoir résister, doivent lever les capitaux. Alors, après, elles sont très malines. On peut faire des campagnes. On a fait une campagne, d'ailleurs, vous pouvez taper Hitch campagne électorale, vous verrez, c'est une vidéo très drôle. On a pris des hommes politiques jeunes et on les a fait défendre Hitch malgré eux, en prenant des phrases et en les coupant. On a fait 14 millions de vues.
Donc on peut, quand on est une start-up, être plus malin, dépenser moins d'argent, mais à un moment, on ne peut pas passer autrement que par la case capitalisation, investissement et bataille à mort. Parce que de toute façon, à la fin, soit les entreprises traditionnelles gagnent, soit les startups gagnent. Il y a pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut trouver des solutions, travailler ensemble, etc. » Nous, il y a une citation de l'Iliade qu'on adore à The Family. C'est que les lions ne sont jamais amis des agneaux. C'est comme ça. Parce qu'une start-up, si elle commence à faire des alliances avec ce genre de groupe, elle se met dans la position d'être... On a une autre citation, le plancton ne s'associe jamais à la baleine. Ça vous donne une image de ce qui se passe. C'est que toutes ces histoires de grands groupes qui vont aider les petits groupes dans leur jardin à se développer, etc., en fait, c'est de la foutaise, puisque par définition, une start-up porte en elle le germe du renouveau, et ce germe de croissance et d'hypercroissance gêne forcément ce qui est en place. Si on ne gêne pas quelqu'un, c'est qu'on ne fait pas quelque chose d'intéressant, et que donc à un moment, on peut pas faire, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire autrement que mener la bataille qu'il faut mener. Et j'aurais une petite question concernant l'entreprise qui rentre gratuitement en toute la législation en ligne, etc. Concernant le modèle économique, puisque ça ressemble un peu à Wikipédia, mais en mieux, en plus élaboré. Ils ont 150 000 avocats aujourd'hui qui les suivent, mais le modèle économique, ça va être quoi? Ils n'en savent rien. Ils en savent. En fait, et ça, voilà. Ça c'est le sujet, c'est que les modèles économiques ne se décrètent pas, ils se découvrent. Ça, c'est un point très important avec lequel on a beaucoup de mal en France. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la quantité de business plans qui sont produits en France. Je pense qu'on peut replanter l'Amazonie avec le nombre de business plans qu'on produit en France. Sérieusement, il faut arrêter. Hein. Le monde des startups est à l'entrepreneuriat ce que la physique quantique est au monde de la physique. La physique quantique, c'est quelque chose d'incroyable. Si vous avez un peu de temps libre, achetez un livre qui s'appelle « La physique quantique pour les nuls », qui est génial. Mais il y a un truc qui est incroyable dans la physique quantique, c'est qu'à peu près l'ensemble des concepts sont contre-intuitifs. Par exemple, on apprend qu'un électron tourne sur lui-même de droite à gauche et de gauche à droite en même temps. Ce qui ne veut rien dire. C'est juste que notre langage n'est pas fait pour exprimer ce genre de concept. Alors Dieu merci, on a inventé quelque chose qui s'appelle les maths. Et mathématiquement, c'est quelque chose, quand vous comprenez un peu les maths, qui fait sens. Donc, vous pouvez le lire mathématiquement. Vous pouvez le partager à quelqu'un qui le lit mathématiquement, mais vous avez un gros problème quand les gens ne lisent pas mathématiquement. Parce que résultat, vous devez traduire ça par une phrase en langage naturel, et la phrase en langage naturel n'est pas faite pour exprimer ce concept, et donc ça donne des phrases très bizarres. Du genre, un électron peut avoir un état négatif et positif en même temps. Mais quoi? Ça veut rien dire. Donc, les startups, c'est un peu la même chose. Quand une startup se lance, son grand problème, et le problème de tous les entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Vous voyez tous ces entrepreneurs à la télé qui sont des gens qui ont confiance en eux, qui sont extraordinaires, etc. Et quand les gens cherchent des entrepreneurs à leur début, on cherche des versions miniatures de ça. Et alors, en général, je vais vous donner une petite astuce de professionnel. Les gens qui ressemblent à ces gens-là au début ne font jamais rien. Parce que ça ne commence jamais par l'arrogance. Jamais. Ça commence toujours par l'humilité, ça commence toujours par avoir l'air un peu paumé, et ça commence toujours par le fait d'accepter d'aller dans l'inconnu. Ce que Doctrine accepte de faire, c'est de dire, dans une première phase, on va bâtir un produit que les gens vont aimer, et ils vont tellement l'aimer que le jour où on commencera à leur demander de l'argent, ils n'auront rien contre. Et si vous regardez, ça peut paraître complètement absurde, mais si vous regardez l'histoire économique récente, c'est ce qui s'est passé systématiquement. C'est ce qui se passe systématiquement. Soit les entreprises font quelque chose qui plaît aux gens et les gens sont prêts à payer, soit les entreprises font quelque chose qui ne plaît pas aux gens et les gens ne sont pas prêts à payer. Ce qui ne veut pas dire que toutes les startups qui démarrent en gratuit finiront par survivre. Parce qu'il y a plein de startups qui démarrent en gratuit, les gens le prennent parce que c'est gratuit. Mais le jour où c'est payant, ils se disent bon, finalement, c'est pas si important que ça. C'est la différence entre un must-have et un nice-to-have. Et c'est vraiment ça. Est-ce que Doctrine, c'est la fonction sympa que les avocats ont besoin et qui est complémentaire à LexisNexis, ou est-ce que c'est vraiment le centre de leur recherche documentaire? Et si c'est le centre de leur recherche documentaire, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas prêts à payer un jour. Et si ça ne l'est pas, il n'y aura aucune raison qu'ils soient prêts à payer quoi que ce soit. Mais il faut accepter ce saut dans l'inconnu, il faut accepter ce saut dans le vide, parce qu'on ne peut pas mener toutes les batailles de front. Une nouvelle question?
Alors, je me permets juste un peu pour valoriser l'Agence de développement économique qui nous accueille ici, que tu nous développes ton point de vue sur les couveuses, les pépinières, tout le mal que tu en penses et tout le bien que tu penses, je dirais, des accélérateurs. Voilà. Parce que nous n'avons pas encore d'accélérateurs sur le territoire. Merci. Ouais, j'espère que vous n'en aurez pas. Alors, je suis désolé, je vais être honnête parce que je ne sais pas faire autre chose. C'est comme ça m'apporte plein de problèmes. Mais on finit par s'y habituer. Les incubateurs, les pépinières, les accélérateurs, etc., ont un problème de fond. Et c'est fait par des gens qui sont très compétents, très sympas. Je suis sûr qu'il y en a dans cette pièce. Il n'y a pas de problème. Mais c'est jamais fait par des entrepreneurs. Et c'est parce que c'est pas fait par des entrepreneurs qu'il y a toujours un problème à la fin. C'est un peu l'histoire que je racontais sur la physique quantique. Moi, à chaque fois que je visite des accélérateurs, des pépinières, etc., je me retrouve avec d'un côté des gens pleins de bonne volonté qui veulent aider ces gens-là, mais qui n'ont pas les bons réflexes parce qu'ils leur font faire des dossiers, parce que la BPI est omniprésente, parce que l'argent public est tellement facile à obtenir, que, résultat, l'ensemble de la focalisation est autour du financement, alors que le financement n'est plus un sujet, alors que la plupart des startups qui démarrent n'ont plus besoin d'argent, et qu'un entrepreneur qui a besoin d'argent, c'est parce qu'il lui manque des compétences. Et aujourd'hui, un entrepreneur à qui il manque des compétences, on ferait mieux de le former que de lui donner de l'argent. C'est vraiment un motto très discipliné de The Family. Donne un poisson à un type, il bouffe une journée, apprends-lui à pêcher, il mange tous les jours. Donc notre obsession, c'est de transmettre chez les gens cette passion de la connaissance, cette passion de l'exécution, cette discipline qui veut que l'ambition ne passe pas par 30 000 balles de subvention. Et il est là le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a créé une structure administrative parce qu'en haut lieu, il y a des gens qui se sont dit que l'entrepreneuriat, c'était une façon géniale de réduire les chiffres du chômage. Parce que pendant qu'ils sont en train de créer une boîte, ils ne sont pas inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi. C'est pas pour rien que Pôle emploi est le premier VC de France. Hein. C'est parce que ça les arrange, c'est parce que ça donne, il y a un alignement d'intérêts. Maintenant, quand on regarde le résultat économique de ça, il est catastrophique. L'entrepreneuriat en France est dans une situation catastrophique parce qu'on ne confronte pas les entrepreneurs assez rapidement à la réalité du marché. On ne les confronte pas assez rapidement à leur besoin premier qui est d'être confrontés aux clients le plus rapidement possible. Alors, j'étais la semaine dernière à Brest ou Rennes, je ne sais plus, enfin bref, par là. Et j'ai rencontré ces gens qui étaient charmants au demeurant et qui m'ont quand même expliqué que leur métier, c'était de permettre aux gens de se retrouver dans les dossiers régionaux à remplir pour les subventions. Et quand vous vous rendez compte de l'énergie qui est dépensée par les entrepreneurs dans ça, ça ne peut pas faire des entrepreneurs qui comprennent ce qu'est leur quotidien. Et le premier responsable de ça, c'est les entrepreneurs eux-mêmes. Et c'est ça le sujet. Si les entrepreneurs se reprenaient en main et arrêtaient d'aller chercher cette héroïne pour pas cher, parce que c'est le problème de la drogue. Hein. C'est-à-dire quand on donne de la drogue gratuite aux gens et qu'en plus elle est bonne, les gens consomment. Hein. Et après, ils se réveillent le matin, ils disent « Ah, c'est pas terrible, j'ai pas la tête ». Et ben, c'est le grand problème du développement économique des territoires. Le développement économique des territoires passera par des entrepreneurs qui passent le relais. Il ne passera jamais par des organisations territoriales ou des organisations d'État qui vont faire autre chose qu'un boulot d'infrastructure. Et cette passion qu'on a, je sais qu'il y a les représentants de la French Tech, donc je vais aussi me les mettre à dos. On a créé un label qui s'appelle la French Tech pour donner le sentiment aux gens que leur start-up valait quelque chose, même quand elle valait rien. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on met les mauvais juges? On a les mauvais élèves. Vous prenez toutes les start-up qui gagnent le label French Tech dans ce pays, les unes après les autres, elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Parce qu'elles sont super fortes à faire des pitchs, elles sont super fortes à gagner des concours, elles sont super fortes à faire les clowns et à penser que le boulot d'un entrepreneur, c'est d'aller sur scène et faire des pitchs et que ça veut dire ça d'être entrepreneur, alors qu'être entrepreneur, ça veut dire une seule chose, fabriquer un produit, parler à des clients et rendre les clients heureux. Et Doctrine, ils n'ont jamais été pitchés dans aucun concours ou dans aucune subvention.
Ils ont 150 000 avocats, ils ont 6 mois. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez les gens de Doctrine, vous sentirez chez eux un hubris, une violence très particulière qui est portée par l'ambition. Et la question, c'est qu'en France, c'est unique au monde qu'on pense que l'entrepreneuriat est une œuvre sociale. C'est incroyable ça. Regardez le nombre de gens qui prétendent aider des entrepreneurs. Nous, à The Family, on n'a jamais prétendu aider le moindre entrepreneur. On s'associe aux entrepreneurs. S'ils deviennent riches, on devient riche. À la fin, le but du jeu, c'est de gagner beaucoup d'argent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un entrepreneur qui rentre à The Family et qui croit que c'est Disneyland et qu'il est rentré dans un truc super cool où il y a des palmiers et des fauteuils et que donc à partir de maintenant, il peut glander, eh ben, il est ignoré. Parce que notre culture est une culture de l'exigence, notre culture est une culture de l'exécution, et que les gens qui rentrent à The Family, c'est pour être champion olympique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir, mais au moins ils vont tous travailler très dur. Et donc même s'ils échouent, c'est une quête de vie qui fait qu'après, ils feront quelque chose d'autre, ils rejoignent des startups en tant qu'employés, ils rejoignent d'autres startups, ils rejoignent des projets. Vous n'imaginez pas le taux de recyclage qu'on a dans The Family. Et on peut recycler les gens, parce que les gens, ils n'ont pas passé 2 ans à remplir des dossiers pour à la fin de leurs 18 mois de chômage dire « Ah, bah, en fait, ça n'a pas marché. Bon, bah, maintenant que j'ai utilisé toutes les subventions du monde et que j'ai dépensé l'argent des classes moyennes et des impôts, je vais pouvoir faire un truc. » Et vous verrez qu'il y aura un backlash, parce qu'un jour, il y a un député ou je ne sais pas qui va se... entre Londres et Paris. Ça fait on lance on a décidé de lancer à Londres quand Londres sort de l'Europe. Bon, chacun ses timings. On a lancé le jour du Brexit, ça ne s'invente pas. Hein. Et donc il y a eu 1 an de préparation. Ça fait 1 an que je vis dans l'Eurostar, hein, assez basiquement. Londres et Paris sont connectés et fusionnés. Il n'y a pas de distance parce que l'Eurostar fonctionne. L'Eurostar, c'est une pièce d'infrastructure extraordinaire. Je pense que j'ai 1 train sur 100 qui est en retard. Il y a un confort incroyable de travail dedans. Il y a ce qu'il faut pour les voyageurs fréquents, les lounges, les machins. Donc, ils ont fait l'effort, en fait, d'essayer de créer un process qui est seamless et qui permet de vivre dans les 2 villes en même temps. Et c'est quand ce genre de process est là que la province disparaît. D'ailleurs, disparaît au sens où elle devient invisible et elle ne devient plus un effort. Il faut que la province devienne un actif là où avant elle était un investissement. Avant, aller en province, c'était un investissement de vie. Maintenant, ce sera simplement un actif de vie puisque ça vaudra en gain net d'y aller. Et d'ailleurs, la technologie qui va complètement changer la donne, et nous, on en est persuadés, d'ailleurs, on rêverait de lancer un fonds immobilier sur le sujet, c'est la voiture autonome. Le jour où des voitures roulent à 400 km/h sur l'autoroute sans aucun chauffeur, en intelligence artificielle, disponible 24 heures sur 24 pour quelques euros, vous pouvez être sûr que la structuration urbaine et immobilière dans le monde a changé. Parce que les gens pourront vivre au fin fond de je ne sais pas où, tranquillement dans leur maison et être connectés à la grande agglomération la plus proche, très facilement, pourront travailler dans la voiture, pourront vivre dans la voiture. Vous pouvez très bien imaginer des voitures qui auront une table au centre et qui seront des lieux de vie ou des petits bus de connexion. Donc ça, c'est un vrai sujet, ça va complètement changer la donne. Et ça, c'est pas de la science-fiction. Si vous allez à Palo Alto ou à Mountain View, la voiture autonome, il y en a déjà 400 dans la ville et elles sont prenables avec une carte Google. Donc on n'est pas en train de vivre quelque chose qui est une technologie qui est en cours de développement, on est en train de vivre quelque chose qui existe déjà et qui va juste avoir besoin d'un peu d'infrastructure. Et la troisième chose, c'est que le développement territorial passe par l'attractivité et passe par le fait qu'on arrive à convaincre à des centres de décision de se délocaliser. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces combats-là se font à coup de subvention. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il faut faire très attention à qui vient et pour quelles raisons. Toutes les zones qui se sont développées à coup de subventions, le jour où elles ont arrêté de donner des subventions, les zones se sont complètement vidées. Parce qu'il n'y avait pas un attachement réel. L'attractivité, ça ne passe pas par la subvention, ça passe par un travail marketing, un effort, une présence qui fait qu'on arrive à marketer sa région comme attractive par rapport aux autres. Et je pense que ces 3 points qui tournent ensemble produiront beaucoup plus d'effets économiques à long terme sur une région, s'ils sont menés, et c'est un travail de long terme. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de petits coups magiques, il n'y a pas de raccourci de corruption possible pour développer une région dans cette ère de l'Internet. Je crois qu'on va rebondir sur la voiture autonome avec André Joffre.
Oui, bonsoir. Je voulais quand même dire un truc sur les structures d'accompagnement des startups, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Je pense bien au contraire. Bon, moi, je préside un pôle de compétitivité qui regroupe 150 entreprises à peu près sur l'ensemble de la région Occitane, Pyrénées-Méditerranée. Et en fait, on est très peu nombreux, 4-5 personnes, et le job des gens qui travaillent là-dedans, c'est précisément de décharger toutes les startups de tout le travail en fait, administratif, etc., qu'ils ne savent pas faire, effectivement. Et nous, par contre, on est très rodés à ça, on va très bien. On a ramené dans la région Languedoc-Roussillon, parce qu'on est réunis avec Midi-Pyrénées que depuis peu de temps, on a ramené 140 millions d'euros à peu près pour les startups et les trucs. Et ça ne coûte rien aux entreprises. Et en fait, on l'a dit, hein, les startups, elles ne lèvent pas de l'argent en claquant dans les doigts. C'est pas si simple. Vous avez une vision un peu... Vous avez idéalisé un petit peu le tableau en montrant qu'on pouvait comme ça lever des ronds avec J'ai dit qu'on n'avait plus besoin de ronds. Je n'ai pas dit qu'on pouvait lever des ronds. Moi, je pense que dans le discours des pontes de l'Internet, il y a deux choses qui ne vont pas. C'est que d'abord, vous ne parlez jamais des échecs. Je ne sais pas s'il faudrait en parler davantage. Des boîtes qui coulent, des mecs qui ont vendu leur maison pour faire des startups et qui sont au chômage, il y en a plein. J'en connais. Et ça, c'est dur. Et c'est parce qu'ils ont cru que leur truc pouvait être intéressant. Moi, j'ai des tas de gens qui viennent me voir. Je passe du temps à leur dire « Non, votre truc n'y allait pas, ça ne tient pas la route. » Voilà. Alors après, on me dit « Mais c'est pas grave. » Parce qu'en fait, une start-up, on pivote. Peu importe finalement que l'idée ne soit pas bonne. On y va. Et puis après, on brûle un peu de cash. Et voilà, on se retrouve avec plus rien. Alors ça, il faut quand même... il ne faut pas faire miroiter aux gamins que c'est très facile, que ça va. Bon. Alors attendez. Attends, je vais répondre par espace parce que je sens que ça va durer 15 minutes. Non. D'abord, c'est pas des gamins. D'accord. Mais s'il y a des gamins, il y a des gamins. Non, mais juste, déjà, le mot gamin devrait être interdit. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, à 18, 20, 50 ans, c'est plus une question d'âge, c'est une question de talent. Mais moi, je suis un gamin, mec. Non, mais d'accord. Je pense pas que quand vous utilisez le mot, c'est ce que vous dites. Et maintenant, quand vous dites qu'il y a des gens qui vendent leur maison pour faire une start-up, moi, je vous dis que ces gens-là vivent dans un monde qui n'existe plus. Le budget moyen de création d'une start-up as a family, c'est 5 000 €. Point. On interdit aux entrepreneurs as a family de dépenser plus de 5 000 € pour lancer leur boîte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la question, c'est que tous les gens qui ont besoin d'argent pour lancer leur start-up sont des gens qui n'ont pas les bonnes compétences pour le faire. Les échecs, il y en a plein. Mais les échecs ne sont pas intéressants au sens où on a réussi à créer une infrastructure, un monde dans lequel l'échec ne remet pas en cause la vie des gens. Et les pôles de compétitivité, vous avez distribué 140 millions. C'est quoi la net asset value de ces 140 millions ? Moi, je peux te montrer des boîtes qui ont créé des centaines d'emplois. Non, mais juste 140 millions dépensés, c'est l'argent des impôts. 140 millions dépensés, c'est quoi le retour sur investissement ? Ah ben, il est vachement fort. Il est de combien ? Je peux te donner les chiffres. Là, c'est ça le problème, c'est que vous ne le connaissez pas par cœur. Je te le ferai passer. Ça veut dire que ce n'est pas le cœur de la question. Et si ce n'est pas le cœur de la question, il y a un problème d'efficacité. Nous, notre sujet, c'est le nombre d'emplois créés. Voilà. Mais ce n'est pas un sujet, le nombre d'emplois créés. Bientôt, il n'y aura plus d'emplois. Pour les gens qui sont au chômage à Perpignan ou à des records, c'est important le nombre d'emplois créés. Et moi, je vous dis que vous pouvez dire ça aux gens et vous pouvez mentir aux gens et vous pouvez leurrer les gens sur le fait que l'emploi va survivre. Et moi, je vous le dis parce que je suis au cœur de cette industrie, l'emploi ne survivra pas. L'emploi ne survivra pas cette génération. Le fait de définir la vie des gens par leur emploi n'est pas un message raisonnable à donner aux gens. Parce que ça, c'est leurrer les gens. Ça, c'est emmener les gens dans un monde qui n'existe plus et leur dire à tous ces gens que grâce à la subvention, on va leur créer des emplois qui sont des emplois de pas de qualité et pas qualifiés. C'est un discours qui n'est pas bon. On ferait mieux de dépenser ces 140 millions dans des institutions d'éducation. On ferait mieux de monter dans les territoires le niveau de formation générale. On le fait aussi. On devrait faire que ça. Et on devrait le faire avec une intensité telle que les gens... Combien de gens dans cette salle savent programmer ? Mais il n'y a pas que la programmation dans la vie. Si, c'est le sujet. C'est un peu comme les gens au XVIe siècle qui disaient... C'est exactement le même sujet que les gens qui au XVIe siècle disaient il n'y a pas besoin que tout le monde sache lire et écrire. Aujourd'hui, ça paraît absurde. Dans 20 ans, ça paraîtra absurde qu'on n'ait pas pensé que tout le monde devait être digital native.
C'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, que vous le vouliez ou pas, c'est qu'on n'est pas en train de leurrer les gens sur le fait que faire une start-up c'est facile. C'est au contraire parce que c'est très difficile qu'il ne faut surtout pas les leurrer avec de l'argent et surtout l'argent des autres. Bon, alors ce que je veux te dire, c'est qu'on peut monter des boîtes traditionnelles dans la région qui créent des véritables... On a créé des entreprises industrielles à Montpellier qui créent des vrais produits, des produits d'énergie solaire, etc. Des vraies entreprises. Alors, tu vas me dire, l'industrie, c'est plus pour nous. Mais non, mais digital, etc. on 20% de notre portefeuille est dans l'industrie. Nous, on pense que l'industrie, c'est l'avenir. La robotique va complètement changer l'industrie. Absolument. On a l'une des plus grandes... Absolument. Dans notre portefeuille, on a l'une des plus grandes centrales solaires d'Afrique. Et il faut que tu saches qu'à Perpignan, tu as une très bonne école d'ingénieurs en robotique et une très bonne école d'ingénieurs et une très bonne école d'ingénieurs en énergie solaire. C'est la première et la seule en France. Elle a été créée en particulier avec les sourds dont je parlais. Pour te dire un truc, c'est que si tu viens dans un an à Perpignan, tu verras des Google Cars qui tournent dans la ville, puisque c'est le projet que nous sommes en train de développer. J'en doute pas que vous faites des choses. Je doute juste du fait Oui, que les pôles de compétitivité, de les pôles de compétitivité existent depuis 20 ans en France et la métrique, c'est le nombre d'emplois créés. Et je trouve que ça fait très cher par nombre d'emplois créés. Vous en avez parlé un petit peu et vous en avez parlé aussi avec Geoffre à l'instant. Quand on voit les nouvelles économies qui arrivent, quand on voit Airbnb par exemple arriver, on voit en même temps des pans d'économie s'effondrer. On voit l'hôtellerie s'effondrer, on voit les taxes générées par cette activité s'effondrer, on voit les emplois se réduire. Et il y a des études là-dessus sur la disruption économique qui dit que dans 25 ans, 50% des enfants seront au chômage, de nos enfants. Et on voit un monde qui bouge, on voit cette fracture arriver, et derrière, on voit qu'on a nos moyens qui sont collectifs aujourd'hui pour l'éducation des enfants, pour leur apprendre à lire, les moyens pour la santé, qui vont se réduire. Et je voudrais savoir un petit peu quelle est votre vision des choses par rapport à ça. Alors, je pense que c'est une question très intéressante et c'est une question où il faut rétablir un certain nombre de faits. Vous avez pris Airbnb comme cas et que je trouve très intéressant. Non, mais parce qu'il y a quelque chose qui me fascine avec Airbnb. Le séjour moyen sur Airbnb, c'est plus de 7 nuits. Le séjour moyen à l'hôtel, c'est 48 heures. Comment ça se fait que Airbnb fasse perdre autant d'argent aux hôtels? Pourquoi? Pourquoi l'industrie hôtelière est tellement secouée par Airbnb? Parce que, qu'elle le veuille ou pas, l'industrie hôtelière est jet-laguée. Je veux dire, vous allez sur le site de n'importe quelle chaîne d'hôtels et vous essayez de réserver un hôtel, et vous verrez l'horreur que c'est. C'est pas pour rien que Booking prend 25% de com, juste parce qu'il vous aide à mieux réserver un hôtel que la chaîne directe. Je suis un grand consommateur d'hôtels, je passe ma vie à l'hôtel. Je voyage à peu près 20 jours par mois, donc j'ai 20 nuits par mois à l'hôtel. Je commence à en avoir plus que marre qu'il n'y ait pas un type dans cette industrie qui a une app facile de check-in. Quand vous arrivez au comptoir d'un hôtel, vous avez des gens derrière le comptoir qui tapent. Et ils tapent. Une fois, je me suis demandé si c'était ma description physique qui tapait. Je me suis dit, si ça se trouve, il y a un rapport de police à chaque fois que vous arrivez dans un hôtel. Il a l'air fatigué, il est grand, il est brun, il est mal rasé, mal coiffé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une fracture entre les sociétés qui savent développer des services d'information et les autres. Alors, au sein de votre question, il y a deux choses. Il y a le fait que pourquoi les gens préfèrent Airbnb à n'importe quelle autre de ces sociétés. Et ça, c'est un fait. Les gens préfèrent l'expérience que ces sociétés offrent aux autres. Et que les autres sociétés veulent l'admettre ou ne veulent pas l'admettre, c'est comme ça. C'est la réalité. Et comment? Je sais, et justement, et résultat, qu'est-ce qui se passe alors que toutes ces sociétés sont au Caïman? Comment on fait? Comment on fait pour vivre dans un monde où toute la valeur part? Alors, moi, j'ai un associé qui a écrit un rapport sur le sujet, qui s'appelle le rapport Collin et Collin. Mon associé Nicolas Collin a écrit une proposition sur la fiscalité du numérique, qui est passée complètement inaperçue. Nous, notre position, c'est de dire que la valeur étant créée par les utilisateurs, les sociétés devraient être taxées au nombre d'utilisateurs qu'elles ont par pays. Je veux dire, c'est tout bête. On n'arrête pas de dire « Ah, on ne sait pas comment faire pour la fiscalité internationale, ah, c'est compliqué, etc. » Non, c'est juste qu'on a besoin de politiques qui prennent le travail en main, qu'ils aillent à l'OCDE et qu'on fasse le travail qu'on a fait quand on a inventé la TVA. Savez-vous pourquoi on a inventé la TVA? La TVA, ça a été inventé par un inspecteur des finances en France. C'est une taxe qui est utilisée mondialement.
Mais dans les années 60, quand on a eu l'idée de la TVA, c'était tout simplement parce que les revenus de l'impôt sur les sociétés et les revenus de l'impôt sur le revenu étaient en plein écroulement, qu'on avait besoin de créer un impôt sur la consommation, quelle était la nouvelle unité de mesure des 30 Glorieuses. Et donc, on a créé la TVA. Quand on a créé la TVA, c'est 20 ans de process, de négociation, d'efforts. Quand Nicolas Colin a rendu son rapport sur la fiscalité du numérique, le ministre de l'époque a dit « Oh là là, c'est vachement compliqué. Oh là là, je ne vois pas comment je vais défendre ça. » À nous, on s'attendait à une taxe qu'on pouvait faire passer en un amendement et Google était taxé. Véridique. Il a démissionné, il a créé The Family. Nicolas Colin a démissionné, a créé The Family parce qu'il y a un moment, vous avez beau être un idéaliste, vous avez beau être dans ces institutions, vous en avez juste marre. Et vous en avez marre que les gens ne veulent pas prendre ces sujets par la longue traîne. Il existe 1 milliard de solutions pour que ce monde se passe mieux. Elles sont autour de 3 blocs simples. 1, la protection sociale. Si on est dans un monde où les gens vont vivre des pertes d'emplois beaucoup plus récurrentes, on a besoin d'une protection sociale qui soit à la hauteur du numérique. Pourquoi il n'y a pas un site internet où on peut se connecter et voir son nombre de points pour la retraite en 2016 ? Comment, en tant que citoyen et des gens qui payons des impôts, on peut accepter ça ? Pourquoi il n'y a pas un site simple où toute notre vie administrative est dessus et en un seul clic ? Pourquoi on a besoin de rendre... Moi, je peux vous raconter l'histoire de comment j'ai quitté l'école. J'ai perdu mes notes de bac. C'est une histoire vraie. J'ai fait une licence, j'ai dû m'inscrire en master. Je n'avais pas très envie de m'inscrire en master. Ils m'ont demandé mes notes de bac, je les ai perdues. Et je leur ai dit, mais je ne comprends pas, je les ai données tous les ans. Vous devez bien avoir une photocopie. Ah non, il nous faut l'original, monsieur. Et bien ce jour-là, je suis parti de l'école et je ne suis pas revenu en arrière. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne décision. Parce qu'une institution qui, en 2010, vous dit que pour vous inscrire, il faut les notes de bac, alors que vous les avez données 3 ans avant, et que donc il serait possible que les notes aient disparu et que vous n'ayez pas fait votre bac, c'est quand même absurde. Mais pourtant, nous, en tant que citoyens, on vit ce genre d'absurdité, et après on dit « Ah là là, les grands méchants sont ces sociétés-là ». Donc il y a 2 sujets dans ce monde. Dans ce monde, il y a le sujet de la transformation économique et de savoir est-ce que la France sera dans ou pas cette transformation. Nous, notre métier à The Family, c'est de créer des startups qui réussissent cette transformation et qui bâtissent des empires. Et il y a un sujet de société qui n'est pas notre sujet en tant qu'acteur économique, mais notre sujet à tous en tant que citoyens, qui est de comment on construit une société qui permet à ces sociétés d'exister, de prospérer, d'offrir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de service, et qui permettent aux gens de ne pas finir à la rue sous prétexte qu'un type a lancé une start-up. Comment on peut rendre responsables les entrepreneurs de ces changements violents en leur disant « vous êtes responsables de la société ». Pour ça qu'on a créé l'impôt. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'est pas prêt à payer d'impôts. Et quand on a des discours moralisateurs envers ces sociétés en leur disant « ah oui, mais vous optimisez en mettant au Caïman », elles répondent toutes la même chose, c'est la loi, et si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas opérer. Donc changez la loi et j'arrêterai de le faire. Donc maintenant, les gouvernements du monde ont cette responsabilité, mais les gouvernements du monde ne sont pas faits pour prendre ce genre de structure aujourd'hui, parce que les gouvernements du monde n'ont pas encore vécu leur propre disruption. Les gouvernements du monde font semblant de se comporter comme si on était encore dans les années 60, dans une économie régulée, dans laquelle on peut décider le plan quinquennal technologique qui développera les 30 technologies qu'il faut. On a quand même lancé le concours mondial de l'innovation en France, dans lequel il n'y a que des Français qui ont participé. Mais on a appelé ça concours mondial en français parce qu'on s'est dit qu'on était vachement swag. Protection sociale, formation, favoriser l'entrepreneuriat. C'est les 3 piliers qui font que ce monde se passera bien. On protège les gens des perturbations, on les forme et on les encourage. Il n'y a rien d'autre à faire. Et penser que ce qu'il y a à faire, c'est de réguler cette économie au sens de l'empêcher, de l'interdire, de l'enfermer, de l'embaillonner jusqu'à ce qu'elle étouffe, c'est faire un déni de réalité. Ce n'est rien d'autre qu'un déni de réalité. Et les dénis de réalité, ça se passe mal dans l'histoire. Je veux dire, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'une civilisation a fait un déni de réalité, ça s'est mal passé. Vous savez, nous, on a toute une série de conférences qui s'appellent les barbares attaques. Alors, on est très critiqués parce que ça s'appelle les barbares attaques. On a été comparé à peu près toutes les horreurs sur Terre, alors que c'est une blague historique que je vais vous expliquer. On a tous appris à l'école qu'en 476, les barbares avaient attaqué Rome et que Rome s'était effondrée dans les invasions barbares. Vous êtes d'accord? On a tous appris ça à l'école? C'est faux.
Si vous faites de l'histoire romaine, vous saurez que quand les barbares sont rentrés dans Rome, il n'y avait plus personne. C'était barré en Orient. Ils ont créé l'Empire romain d'Orient qui a perduré 1000 ans. Rome ne s'est pas écroulée sous le coup des invasions barbares, Rome s'est écroulée sous le coup de sa propre corruption. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, ils étaient complètement perdus, ils n'avaient plus d'unité, ils n'avaient plus de vision, ils n'avaient plus de culture. Résultat, ils se sont effondrés sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on parle des barbares attaques, parce que tout le monde nous raconte à longueur de journée que la menace, elle est dehors, que la menace, elle est dans la Silicon Valley, que les startups, c'est les grands méchants et les barbares, et que nous, gentils Européens, nous voulons préserver un monde dans lequel tout le monde vit heureux. Mais c'est faux. On est dans des sociétés profondément inégalitaires qui a favorisé une certaine élite sur les autres. Je veux dire, on vit dans un pays où la fracture entre quelqu'un qui vit dans le centre de Paris et quelqu'un qui vit au fond de la France n'a jamais été aussi énorme. Et c'est parce que cette fracture, on n'arrive pas à la résorber, que les fissures sont de plus en plus saillantes et qu'on désigne un ennemi. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces barbares attaques sont une illusion. La vérité, c'est qu'il y a autant de destruction que de création. Oui, les taxis ne gagneront plus 8 000 € en cash par mois. OK. Est-ce que c'était légitime qu'une profession qui fasse mal son service arrive à gagner en moyenne autant d'argent au black? Est-ce qu'en tant que citoyen, c'était quelque chose qu'on devait accepter? Il est là le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, Billie Jean, 1984, Michael Jackson, 80 millions d'albums. 80 millions d'albums vendus dans le monde. Combien Michael Jackson a fait de revenus en tant que chanteur? 1,6 milliard. Michael Jackson a gagné 1,6 milliard pour un album plutôt bon. C'est pas mal, Billie Jean. Est-ce que ça mérite 1,6 milliard? De toute évidence, non. Est-ce que qui que ce soit qui pousse la chansonnette devrait gagner autant d'argent? Absolument pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens économique, c'était un accident. L'industrie de la musique est passée de 50 milliards de valeur à 5 milliards de valeur l'année dernière. Entre 2010 et nos jours, l'industrie de la musique dans le monde est passée de 50 milliards de valeur à 5 milliards de valeur. Spotify est passé dans la même période de 0 à 1 milliard de valeur. Là est la réalité de ce monde. La réalité de ce monde, c'est qu'aucun chanteur sur Spotify ne pourra jamais plus espérer être Michael Jackson. Pourquoi? Parce que nous tous, citoyens, on est rentrés dans une longue taille de la musique. On n'est plus dans une industrie de blockbuster où on accepte de payer un disque 25 €. Qui ici a acheté un disque dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait financer les infrastructures dont on aurait besoin dans les différents départements? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une initiative privée par rapport à ça? Elon Musk a annoncé la semaine dernière qu'il allait lancer 4000 satellites dans les 5 ans qui viennent pour offrir une couverture mondiale de l'Internet de 100%. Sujet suivant. C'est un sujet important. Je pense que c'est un sujet de transition, c'est un sujet qui ne va pas durer. Par contre, il y a un point dans votre discours qui m'intéresse. C'est pourquoi la télémédecine est interdite en France. Parce qu'on veut déraciner des médecins dans des villages paumés et on veut leur donner une tonne d'argent pour ça, alors que 99% des besoins médicaux à distance sont réglables. Alors pourquoi la télémédecine est interdite en France ? Et c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on a un lobby qui s'appelle l'Ordre des médecins, qui fait tout pour empêcher l'émergence de la télémédecine, par peur que la télémédecine change le rapport des gens à la médecine. Moi, ma femme est médecin, elle me dit qu'en 10 ans, il y a un truc incroyable qui s'est passé, c'est que plus aucun de ses collègues n'arrive à être arrogant. Parce qu'elle dit, il y a 10 ans, quand un médecin disait quelque chose à quelqu'un, il l'écoutait. Maintenant, il va chercher sur Google si c'est vrai. Et vous imaginez pas le nombre de médecins qui trouvent ça honteux. Alors moi, je vais vous répondre ce que je pense. Je me demande comment les médecins ont pu vivre dans une réalité où ils ont pensé que notre santé était suffisamment pas importante pour qu'ils puissent décider à notre place en toute légitimité. C'est ça le vrai problème. Et à chaque fois, c'est toujours une vraie bataille autour du sens et autour du pouvoir.
Aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a une maladie rare est toujours plus informé sur sa maladie que le médecin lui-même. Et les bons médecins de la nouvelle génération sont des médecins qui sont capables d'écouter ça, d'utiliser ça et de transformer ça en une force positive. Les mauvais médecins se plaignent en disant « Oh, c'est des conneries que vous avez lues sur Doctissimo ». Oui, sauf que sur Doctissimo, il y a moins de conneries que chez le médecin moyen. Et ça, c'est la réalité. Parce que la réalité, c'est que si vous prenez le corps médical en France, vous avez un tiers du corps médical en France qui n'a pas été à sa formation obligatoire dans les 20 dernières années. Et ça, c'est un scandale dont personne ne parle et qui pourtant est vrai. Je vais vous donner un chiffre. Les chances de survie du cancer sont de 1 à 600 en fonction de qui vous soigne. 1 à 600. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va accepter encore très longtemps ? Est-ce que vous pensez que quand les gens auront tous conscience de cet écart, les gens diront « Ah oui, médecin, bravo, merci pour ton diplôme, je vais me laisser tripoter et trafiquer comme tu veux parce que tu es quelqu'un de légitime ». Non, ils vont dire « Intelligence artificielle, ce que le médecin vient de dire, c'est vrai ou pas ?» Et ce sera une très bonne chose. Et les médecins qui ne le supporteront pas iront faire autre chose. Merci beaucoup.